Donc peut-être avant de commencer, vous préciser comment je suis arrivé à cette réflexion que je vais vous présenter, parce que je trouve que c'est intéressant. Le cheminement, on va dire, intellectuel est lui-même intéressant à comprendre pour comprendre aussi ensuite les conclusions. Je suis effectivement économiste, membre des économistes atterrés depuis 2013. Et en fait, dans ce cadre-là, j'ai été sollicité pendant la crise de l'euro, notamment pendant la crise grecque, à intervenir sur les raisons, les causes, faire des conférences sur les causes de la crise de l'euro, de la crise des dettes souveraines, qui a commencé à peu près en 2009-2010, juste après la crise des subprimes, et qui s'est prolongée et qui a connu une acmé au moment après l'élection de Syriza en Grèce et la contestation de la Grèce des politiques d'austérité qui étaient menées par ce qu'on appelait alors la Troïka, c'est-à-dire le gouvernement des trois, la BCE, la Commission européenne et le FMI. Et donc ils ont mené en Grèce ce que le FMI avait l'habitude de faire dans les pays en voie de développement auparavant, c'est-à-dire un plan d'ajustement structurel. Et c'est ce plan d'ajustement structurel commencé dès 2010 qui, au bout de 5 ans, n'ayant donné aucun effet de redressement, l'économie grecque étant complètement au fond du gouffre, avait entraîné une révolte populaire et donc l'élection de Syriza et d'Alexis Tsipras. Et donc moi, quand on m'interrogeait, j'essayais de ne pas aller uniquement dans l'idée, voilà, il y a les méchants, Commission européenne, FMI, etc., puis il y a les gentils grecs, et puis regardez comment on est en train de coloniser le pays. Parce que je trouvais que mon rôle d'enseignant-chercheur n'était pas de se limiter à des constats politiques, mais d'essayer de comprendre pourquoi la Grèce en était arrivée là. Et il y avait, alors, avant que je sois aux économistes atterrés, il y avait une note qui avait été publiée, qui est encore sur le site des économistes atterrés, d'ailleurs une note sur la Grèce et sur l'économie grecque, et je l'avais lue, et c'était très intéressant, mais de mon point de vue, il manquait une dimension, ou plus précisément, à force de réflexion, à force de ces conférences, j'étais arrivé à la conclusion qui était qu'il y avait une désindustrialisation de l'Europe périphérique. Et je dis périphérique pour ne pas dire Europe du Sud, parce que l'Irlande est aussi concernée par la faillite. Et nous verrons, on va parler d'Irlande un peu, que c'est un cas très particulier, mais aussi c'est un cas général. Enfin, ce qui est paradoxal avec l'Irlande, c'est qu'elle est effectivement périphérique dans le continent européen, et en même temps, elle a mis en œuvre une stratégie de dumping fiscal qui fait qu'elle est aussi tout à fait spécifique par rapport à d'autres pays. Et donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait un phénomène global de l'Europe, que ce n'était pas un problème grec, que c'était un problème européen et un problème de marché unique. C'est cette conclusion que je vais essayer de vous présenter. Et quand je suis arrivé à ça, je me suis dit que c'est quand même dommage de ne pas davantage faire que uniquement des conférences. Il faut que j'écrive un article de recherche dessus. Il faut que j'en publie quelque chose. Et c'est là que j'ai rencontré Coralie Delhomme, qui est décédée malheureusement depuis en décembre 2020, mais qui avait déjà écrit un livre sur l'Europe et qui était qui voulait écrire un nouveau livre. Et donc nous avons collaboré, parce que moi j'avais cette idée-là, cette idée des dysfonctionnements du marché unique, et elle avait beaucoup l'analyse juridique et politique, et on a pu comme ça se combiner nos découvertes pour faire un livre qui s'appelle La fin de l'Union européenne et qui est sorti en 2017. Et à partir de ce livre et de cette réflexion, les choses sont prolongées. C'est-à-dire que du coup, après, j'ai fait un peu plus j'ai écrit un chapitre de livre dans une conférence qui a été envoyée, je crois, sur ces dysfonctionnements européens. Et puis ensuite, je me suis intéressé à la question du néolibéralisme, parce que la question du néolibéralisme, pour moi, elle est au cœur de cette question européenne. C'est-à-dire que c'est bien un certain nombre d'institutions européennes, d'inspiration néolibérale, qui ont conduit aux problèmes que nous connaissons. Et c'est aussi dans cette réflexion que j'ai voulu mener aussi une réflexion politique et sociologique, qui est pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui en Europe des conflits si forts, malgré le fait qu'aujourd'hui on parle d'unité européenne. J'ai l'impression aussi qu'on parle d'unité européenne pour exorciser un certain nombre de démons qui sont à la fois les conflits entre le nord et le sud de l'Europe et le conflit entre l'est et l'ouest de l'Europe. Rappelez-vous qu'avant que la Pologne soit mise en avant pour effectivement l'accueil extraordinaire qu'elle fait aux réfugiés ukrainiens, elle était dans le collimateur de la Commission européenne parce qu'elle n'a pas reçu encore
le plan de relance, les fonds du plan de relance, parce que son système judiciaire est considéré comme attentatoire aux droits fondamentaux et aux principes de l'état de droit. Donc voilà, donc on n'a pas réglé ces problèmes. Et donc une question qu'on peut se poser, et c'est aussi une question que je vais essayer de soulever maintenant, c'est pourquoi la Pologne, pourquoi la Hongrie, qui sont des pays qui ont beaucoup progressé en matière de PIB par habitant, qui vraiment se sont beaucoup enrichis avec l'adhésion à l'Europe. Pourquoi sont-ils en conflit avec la Commission européenne qu'est-ce qui se passe pour que ces populations qui se sont beaucoup enrichies votent néanmoins pour des gouvernements qu'on peut qualifier de populistes? Alors je reviendrai sur la définition de populiste parce que c'est un mot là aussi qui n'est pas toujours très clair. Voilà, donc là on a en fait des spécificités européennes, la Hongrie, la Pologne, la Grèce, et je vais même parler de la France, qui apparaissent tous différents, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des problèmes dans certains pays, mais en réalité ce que je vais essayer de démontrer, c'est qu'il y a une explication unique, ou plus précisément une partie de l'explication se fait à l'échelle européenne dans son processus d'intégration économique. Et donc, je vous propose de commencer, c'est-à-dire déjà de décrire alors quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, c'est-à-dire le processus d'intégration économique européen. La Commission européenne, l'Union européenne commence avec la CE, on pourrait même la faire commencer avec la CECA en réalité, puisque c'était déjà des institutions très proches. Mais je commence par le traité de Rome en 1957. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas donc de créer une Union européenne, mais une communauté économique européenne. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle de communauté et pas d'union. Hein. C'est parce que l'objectif, c'est vraiment de mettre en commun un certain nombre de choses, et en particulier le marché et la politique agricole, qui va arriver très tôt, hein, puisque dès 1957, il est prévu de mettre en œuvre une politique agricole commune qui sera effective en 1962. Pourquoi on veut mettre en commun le marché? Eh bien parce que dans les années 50, à la fin des années 50, l'Europe est en grande partie reconstruite depuis la guerre. Les démocraties sont vraiment installées, mais les États-Unis ont une avance considérable au niveau économique sur l'Europe. Et donc, pour les Européens, il est nécessaire de rattraper la performance économique américaine. Et pour cela, eh bien, il faut développer l'industrie. On est encore dans des économies qui sont très industrialisées. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des champions nationaux, des grandes entreprises qui soient capables, comme les entreprises américaines, de s'étendre dans le monde entier. Et pour cela, il faut améliorer leur compétitivité. Alors comment fait-on pour améliorer la compétitivité industrielle? Eh bien, on essaye d'étendre le marché. Pourquoi étendre le marché? Parce que dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle des rendements croissants, qui fait que, notamment dans l'industrie automobile, quand on vend uniquement au marché français, eh bien, on n'a pas suffisamment de production de véhicules pour être véritablement efficace. Et on voit un phénomène de concentration qui continue de se poursuivre aujourd'hui, qui est intrinsèque à toute l'industrie, notamment l'industrie de biens assez onéreux et assez importants et assez difficiles à produire. Et donc, la disparition des frontières économiques, finalement, en Europe, permettra, on pense, à la fois d'étendre les potentiels de marché, c'est-à-dire faire en sorte que Renault, par exemple, produise pour beaucoup plus de clients que simplement les clients français, et en même temps, ça va augmenter la concurrence entre les différents producteurs, et ça va aussi être un aiguillon pour augmenter leur performance. Et donc l'idée, c'est à terme de rivaliser, hein, pourquoi pas avec les entreprises, l'industrie américaine. Pour ce qui est de l'agriculture, là aussi, on a l'idée de supprimer les frontières agricoles pour permettre à notamment l'agriculture française, qui commence déjà à ce moment-là à être en excédent, de trouver des débouchés en Europe. Mais on va aussi chercher à sécuriser les prix agricoles pour permettre aux agriculteurs européens de se moderniser, puisque dans un système de prix de marché, très souvent, lorsque les agriculteurs commencent à produire ou à surproduire, ils sont confrontés à une baisse des prix qui fait que les agriculteurs de l'époque des années 50, ils n'étaient pas très chauds, hein, pour se moderniser, parce que derrière, il n'y avait pas forcément les revenus escomptés du fait de la baisse des prix. Et donc la politique agricole commune a été vraiment une politique
qui a visé à moderniser, à inciter la modernisation de la production pour les agriculteurs en sécurisant les prix, hein, c'est-à-dire en leur donnant des prix garantis. Alors le processus d'intégration européen se continue ensuite. Hein, bon, la PAC, je vous rappelle, ça a été quand même le premier budget de l'Union européenne pendant très longtemps. Ça reste encore, je crois, non pas en absolu, mais en relativement, je crois, le premier budget. Hein, ça a été quand même quelque chose de très important. Troisième chose dont il faut parler, c'est évidemment la construction de l'union douanière qui était déjà prévue dans le traité de Rome, hein, mais qui est vraiment effective en 1968. Alors l'union douanière, hein, je vous le rappelle, mais vous connaissez sans doute déjà cela, c'est à la fois la disparition des douanes entre les pays membres de l'union douanière, mais surtout un tarif extérieur commun. Et donc ça veut dire qu'on va déléguer la politique commerciale à la Commission européenne, hein, puisque ça sera, la politique commerciale sera européanisée. Et donc là aussi, il s'agit vraiment de créer un grand marché intérieur, mais attention, le marché intérieur qui est créé après l'union douanière, ce n'est pas un marché de libre circulation du capital du travail, mais un marché de libre circulation des marchandises. Et c'est cette chose qui va changer en 86 avec la signature du marché, avec la signature du traité de l'acte unique, de 1986, dont Jacques Delors dit que c'est son traité préféré. Puisque effectivement c'est lui qui va profondément changer de mon point de vue la nature de la construction européenne. Alors c'est pas à ce moment-là qu'on va changer le nom, puisque le nom Union européenne va apparaître avec le traité de Maastricht de 92, mais pour moi le traité de 86 est quand même extrêmement important, puisqu'il va instaurer vraiment le principe non seulement de la libre circulation des marchandises, c'est-à-dire des biens et des services, mais aussi la libre circulation du capital du travail au sein de l'espace européen. C'est ce qu'on appelle le régime des 4 libertés. Libre circulation des biens, des services, du capital, du travail. Alors parfois en français, on les nomme pas comme ça les 4 libertés. On les nomme en parlant de liberté d'installation. Mais en réalité, en anglais, on dit ça. Alors c'est assez amusant. Donc moi je préfère, parce que je trouve ça plus clair pour un économiste, parler du bien, des services, du capital, du travail. Bien sûr, la libre circulation, la libre installation, elle est consécutive au principe de la circulation du capital. Alors, cet acte unique, pour moi, il va vraiment instaurer un néolibéralisme, ce qu'on peut appeler le néolibéralisme européen, qui est évidemment très tourné vers l'ordolibéralisme, puisqu'il est très inspiré par la pensée allemande. En réalité, cet ordolibéralisme existait déjà dès le traité de Rome, mais il n'était pas forcément mis en œuvre. Par exemple, les politiques de la concurrence, qui sont au cœur du néolibéralisme, hein, l'idée d'avoir un grand marché organisé autour du principe de concurrence, eh bien, en fait, les règles de traité n'ont pas changé. Le texte du traité n'a pas changé depuis 1957. C'est-à-dire qu'on a toujours un marché fondé sur la concurrence et toujours une possibilité à l'échelle européenne de mettre des amendes ou d'empêcher des fusions. En gros, le droit n'a pas du tout évolué, mais la pratique du droit, elle, a énormément évolué. C'est-à-dire que la pratique de la régulation de la concurrence s'est beaucoup intensifiée à partir de 86. Alors là aussi, ça va surtout être évident dans les années 90, même si ça a été mis en place plutôt en 86. Ah, pourquoi la concurrence prend de l'importance? Parce qu'à partir de 86, avec la libre circulation du capital, et donc la libre installation, eh bien, on va chercher à progressivement organiser tout un ensemble de services publics autour des principes de concurrence. Et donc ça veut dire suppression des aides d'État, parce que les aides d'État sont anticoncurrentielles, suppression en fait de tout ce qui était au cœur des politiques industrielles, notamment françaises. On va aussi mettre en place ce qu'on appelle l'économie sociale de marché. Alors, le néolibéralisme, pour moi, il repose sur 4 piliers. Le pilier concurrence, le pilier libre-échange, le pilier social, c'est-à-dire qu'il faut un système qui soit acceptable socialement. Et donc, c'est là qu'on va retrouver l'économie sociale de marché. Et puis enfin, alors pas qu'en 86, mais en 92, on va mettre en place une banque centrale européenne, une monnaie unique, avec une banque centrale européenne totalement calquée sur la Bundesbank, c'est-à-dire une banque centrale européenne dont le mandat prioritairement sera de lutter contre l'inflation. Et donc on va mener une politique monétaire qui va être monétariste, hein, en fin de compte. Alors,
Ce qui est important de noter, c'est qu'est-ce qui va se passer après 86, après justement la mise en place de ces nouvelles institutions d'inspiration néolibérale. Puisqu'il ne suffit pas de dire en 86 qu'on va avoir maintenant ces 4 libertés. Alors, liberté de circulation de biens et des services, en réalité, cela était déjà acquis depuis, on va dire, pendant le processus du marché commun. Maintenant, on a le marché unique, donc il faut mettre en place la libre circulation du capital du travail. Et ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il y a une rupture en 86, mais il va commencer à avoir une rupture à partir des années 2000. C'est-à-dire qu'il aura fallu toutes les années 90 pour qu'on mette en place un certain nombre de directives, qu'on mette aussi en place avec le traité de Maastricht la monnaie unique. Et en fait, on peut dire que le système néolibéral européen n'est véritablement effectif qu'après 99. Et encore, vous avez vu comment la libre concurrence dans le rail, par exemple, commence à peine. Donc on est en 2022. Donc vous voyez que ça se prolonge encore. C'est-à-dire que le processus commence en 86. Il se déploie pour la majorité dans les années 90, mais en réalité, il continue de se déployer depuis les années 2000. Donc, premièrement, libre circulation des personnes du travail. Oui, parce que, par définition, libre circulation du travail, ça veut dire libre circulation des personnes. Bien sûr, on peut faire du tourisme assez facilement sans travailler, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait en général quand on part aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais là, il s'agit de mettre en œuvre la possibilité pour toute personne de travailler dans n'importe quel pays européen avec le plus de facilité possible. Donc il faut évidemment permettre aux gens de circuler facilement, mais il faut aussi que leurs conditions de travail et leur travail soient reconnus par les autres pays. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà qu'on va essayer d'harmoniser nos systèmes éducatifs, notamment dans l'éducation supérieure, dans les diplômes. C'est ce qu'on appelle le processus de Bologne. Alors c'est là qu'on a fait à l'université, qu'on a mis en place, à partir de là qu'on a mis en place le principe du 3-5-8. Et là aussi, ça arrive que très progressivement. Pensez que les DUT avaient un diplôme Bac+2. Enfin, les DUT, c'est un diplôme Bac+2. Et maintenant, ce n'est que maintenant qu'on est en train de mettre en place, si vous avez des collègues à l'université, les BUT, c'est-à-dire les brevets d'enseignement... Bachelor, voilà. Oui, par brevet, excusez-moi, bachelor universitaire technologique. Donc, comme les DUT, en fait. Voilà, donc une 3e année. Donc, vous voyez, on passe tout à Bac+3 maintenant. Mais ça a pris 30 ans pour qu'on passe tout à Bac+3. Vous voyez comme c'est long. Évidemment, la priorité, si on veut pouvoir travailler, alors c'est des choses qui existent déjà, mais il a fallu là aussi l'organiser davantage, c'est ce qu'on appelle la portabilité des droits sociaux. Quand vous travaillez dans un autre pays, vous cotisez à la retraite de ce pays, mais il faut que ces cotisations retraite soient comptabilisées dans votre retraite de votre pays d'origine. Ou voir quand vous vous installez définitivement dans un autre pays, là aussi, il faut que tout ce que vous avez cotisé dans le pays d'avant puisse vous suivre. Donc ça aussi, c'est un processus technique qui n'a pas donné lieu à des grandes difficultés par ailleurs, mais qu'il fallait quand même organiser. La création de l'espace Schengen, c'était aussi la possibilité de se déplacer sans contrôle douanier. Et dans l'espace Schengen, qui ne représente pas tout l'espace européen, mais qui a été très utile pour se déplacer facilement sans finalement avoir de frontières. Et puis là aussi, dans les années 90, l'organisation du travail détaché, dont on a récemment reparlé, mais c'est aussi une directive des années 90 qui permettait justement, cette fois-ci, et c'est ça qui est très très important, c'est-à-dire qu'on puisse travailler ponctuellement dans des missions ponctuelles dans tel ou tel pays, avec, vous le connaissez, le principe d'avoir des droits sociaux qui soient... alors, il y a une réforme récente, si vous voulez, on pourra en reparler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la réforme continue quand même d'imposer que les cotisations sociales soient versées dans le pays d'origine. Donc, on a quand même toujours une concurrence. Maintenant, cependant, avant la réforme, on n'avait même pas les mêmes droits. C'est-à-dire qu'on n'était pas soumis aux conventions collectives. Et donc on pouvait être payé, on était forcément payé au SMIC, mais on pouvait être ingénieur payé au SMIC, par exemple, c'est tout à fait possible dans le système avant la réforme. Maintenant, c'est plus possible. Il faut qu'on ait exactement les mêmes droits sociaux que ceux qui ont le même type de travaux. Alors on a aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a des métiers particuliers, par exemple quand on travaille dans des transports routiers ou dans des
ou dans l'aérien. Aujourd'hui, par exemple, si vous faites, moi je l'ai fait récemment, Nantes, Toulouse en avion, eh bien j'avais un équipage croate. C'est affrété. Donc vous voyez, ça, et évidemment ils sont payés comme des Croates, parce que pour le coup là, c'est pas des travailleurs détachés, c'est ni même des travailleurs français, c'est des avions affrétés par Air France, hein, parce que j'avais un ticket Air France, mais avec un équipage croate et avec des avions croates. Vous voyez. Donc ça c'est possible aussi, et c'est aussi, ça va aussi dans la libre circulation du travail. Et pareil pour les ferries, d'ailleurs ça a donné lieu à des jurisprudences, une jurisprudence très célèbre sur le droit de grève de la Cour de justice, c'est l'arrêt Laval, l'arrêt Viking, pardon, puisque c'était des travailleurs finlandais qui faisaient grève parce qu'ils étaient victimes de la concurrence des ferries estoniens, et leur grève a été considérée comme illégale parce que attentatoire au principe de libre circulation du marché unique, quoi, hein, libre circulation du capital du travail. Bref, voilà, tout ça pour vous expliquer que cette libre circulation du travail, elle a été mise en œuvre par tout un ensemble de réformes. Hein. On la décide en 86, mais on continue d'ailleurs de la mettre en œuvre. Alors la deuxième chose qu'il faut dire, c'est aussi, dont il faut parler, c'est la libre circulation du capital. Alors ça, en fait, ça commence en fait avant même 86, puisque depuis la chute du système Bretton Woods, les Européens n'ont cessé de vouloir chercher un système stable par rapport à la monnaie, hein, puisqu'on a eu d'abord le serpent monétaire européen, et ensuite le système monétaire européen, donc de 1979 à 1993, dans lesquels l'objectif c'était de maintenir des couloirs serrés de variation des monnaies les unes par rapport aux autres, pour éviter ce qu'on appelle le risque de change, qui nuit beaucoup à la circulation du capital. Mais avant cela, on a eu dès les années 80, en France et dans tous les pays européens, une politique d'ouverture des marchés du capital, de dérégulation bancaire et financière, puisque voilà, quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il y a encore le contrôle des changes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir tous les dollars qu'on veut lorsqu'on veut voyager, par exemple. Et donc, ce contrôle des changes, ce contrôle des mouvements de capitaux, il empêche aussi, par exemple, ce qu'on va voir apparaître après, c'est l'émergence des paradis fiscaux. Hein, puisque il y a toujours un contrôle possible de l'argent tel qu'il circule. Et souvenez-vous, en 80, souvenez-vous, moi j'étais trop jeune et beaucoup d'entre vous aussi, j'imagine, mais on voyait les gens partir avec des valises des billets. C'est aussi, s'ils partaient avec des valises des billets, c'est parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas faire des transferts d'argent comme ils le souhaitaient, parce qu'ils avaient peur des socialistes au pouvoir. Hein, donc, pensez que avant 81, quand on veut mettre de l'argent à l'étranger, c'est pas facile, hein, surtout quand il s'agit de frauder le fisc. Aujourd'hui, c'est très facile. Hein, et c'est ça aussi qui change. Vous savez que les chambres de compensation, c'est-à-dire ce qui permet aux banques de communiquer entre elles, c'est un marché privatisé, en concurrence. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait contrôler, parce qu'on contrôlait les chambres de compensation, donc on savait voilà, quels étaient les flux qui partaient et qui rentraient. Et maintenant, il y a toujours des contrôles, bien sûr, mais on va dire que le principe de libre concurrence fait que, en tout cas, on ne peut plus les empêcher, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'est... Bon, évidemment, il ne faut pas oublier qu'avec la signature du traité de Maastricht, on a eu aussi l'instauration de la monnaie unique en 1999 et la BCE au même année. Alors, cette monnaie unique, à l'époque, elle n'est que scripturale, elle devient fiduciaire en 2002 avec l'introduction, il y a juste 20 ans, des pièces et des monnaies. C'était en février 2002. Voilà, donc on reviendra, si vous voulez, un peu plus en détail sur les effets de la libre circulation du capital et la création de ce marché financier européen. Mais je voudrais me concentrer sur un aspect en particulier de ce marché unique européen, notamment en essayant là aussi de revenir au sujet qui était le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la crise des dettes souveraines en Europe, après la crise de subprime à partir de 2010. Alors que s'est-il passé en Europe depuis finalement la création du marché unique? Donc pour moi la date principale qu'il faut retenir c'est plutôt l'an 2000. C'est-à-dire c'est là qu'on a vraiment le marché unique qui est effectif
et non pas 86, parce que 86, on a juste l'idée du marché unique, mais il va être vraiment réalisé qu'à la fin des années 90. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce marché unique, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il change par rapport à avant? Auparavant, on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la libre circulation des marchandises, ce qui veut dire que chaque entreprise pouvait bénéficier potentiellement d'un marché beaucoup plus vaste, à condition bien sûr d'être compétitif vis-à-vis des autres, parce que c'est le cas pour toutes les autres entreprises. Mais quelque part, eh bien, ça avait pour effet, et ça a d'ailleurs permis, un rattrapage économique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. On le voit quand on regarde le PIB par habitant. Et puis, jusque dans les années 80, on a eu ce rattrapage. Puis ensuite, on a une nouvelle divergence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 86 avec la libre circulation du capital? Eh bien maintenant, la manière dont les entreprises pensent devient différente. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « je vais chercher avec mes usines françaises à être meilleur que les usines allemandes », maintenant la logique devient « si je veux réduire mon coût, est-ce que je n'aurais pas intérêt à ouvrir dans un autre pays une unité de production plutôt que de chercher à investir dans le pays d'où j'émane ». C'est-à-dire que la liberté du mouvement de capital, c'est la liberté des investissements. Quand on avait des monnaies nationales différentes, quand on avait évidemment un contrôle d'échange et une difficulté juridique également à aller investir dans un autre pays, parce que les lois n'étaient pas les mêmes, parce qu'il y avait tout un ensemble de facteurs qui faisaient qu'il était risqué, même pour un industriel français, d'aller ouvrir une unité de production en Allemagne. Il y avait donc ce coût à la fois de transactions, de risque de change, de risque juridique, qui faisait qu'il était moins risqué, on va dire, d'ouvrir une succursale dans son pays, là où on est soi-même installé. Mais quand on ouvre la liberté du mouvement de capital dans toute l'Europe, alors là, la réflexion change. Les règles deviennent les mêmes, la monnaie est la même, on a une sécurité juridique et finalement les coûts de transaction sont quasiment nuls. Et donc, la stratégie des entreprises va finir par être de savoir s'il faut, de savoir comment organiser son système productif en bénéficiant de ce qu'on appelle la division internationale du travail, c'est-à-dire d'être capable d'utiliser les avantages territoriaux qu'on peut avoir quand on va investir dans telle ou telle région d'Europe. C'est-à-dire qu'on ne va plus penser en nation, on va penser maintenant en région. Et en fait, on sait en économie ce que ça signifie, ce genre de réflexion. Ça entraîne ce qu'on appelle les effets d'agglomération industrielle. Alors ces effets d'agglomération industrielle, ils ont été pensés et théorisés très tôt dans la pensée économique. Et sans doute que celui qui l'a fait le mieux, c'est Alfred Marshall, dans son manuel de 1890, où il décrit ces clusters, on appelle ça aujourd'hui, des clusters, c'est des grappes d'industriels concentrés dans certaines régions. Alors Marshall se dit pourquoi ils sont concentrés dans cette région. Alors bien sûr, il y a une raison d'accès aux matières premières, notamment au fer et aux minerais de fer et aux minerais de charbon. Mais en réalité, très vite, ce n'est plus le cœur du problème. Le cœur du problème n'est plus forcément l'accès à des matières premières, c'est l'accès à des sous-traitants. C'est l'accès à des infrastructures de transport. C'est-à-dire que là où vous allez avoir beaucoup d'industries, eh bien, vous allez avoir développé du chemin de fer, des autoroutes, des ports, des rivières navigables, des canaux de navigation. Et donc, en fait, on ne sait plus quel est l'œuf et la poule, si c'est l'industrie qui attire les infrastructures de transport et de logistique, ou si c'est les infrastructures logistiques qui attirent les entreprises. Plus il y a d'entreprises, plus vous allez avoir de main-d'œuvre également disponible localement, et une main-d'œuvre qui sera compétente et qualifiée. Et va se greffer d'ailleurs, dans ces sites industriels, des centres de recherche, des centres de formation. Et puis ensuite, eh bien, vous allez aussi avoir donc plus de main-d'œuvre, plus de sous-traitants, plus de partenaires avec lesquels travailler. Et ça, c'est ce qu'on appelle les effets d'agglomération. Alors, il n'y a pas que Marshall qui en a parlé, il y a aussi le prix Nobel d'économie Paul Krugman, qui a fait sa renommée, notamment sur ces effets d'agglomération, notamment en analysant ce qu'il appelle l'économie géographique, en montrant que dans la mondialisation, eh bien, on avait des pôles extrêmement compétitifs qui expliquaient l'essentiel des exportations de certains pays.
Et donc, en fait, ce qui s'est passé avec la libre circulation du capital, c'est qu'en Europe, ces effets d'agglomération qui ont été libérés des frontières nationales. Puisqu'auparavant, dans un pays, il y avait déjà des pôles industriels dans certaines régions. Par exemple, autour de Marseille, parce qu'il y a un port, hein, dans la région parisienne, au Havre, etc. Mais ces pôles industriels, ou évidemment en Lorraine, ou dans le Nord, hein, avec là aussi des ressources minières qui faisaient qu'on avait toute une industrie qui était localisée là-bas. Mais une fois qu'on a supprimé toutes les barrières nationales, eh bien le même processus d'agglomération, maintenant, s'est fait non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle européenne directement. Et là, les pays ne sont pas égaux les uns par rapport aux autres. Il y a des pays qui héritent d'une riche infrastructure industrielle, notamment l'Europe du Nord. Et quand je dis l'Europe du Nord, il faut être très précis. C'est les régions qui sont autour des grands ports qui sont autour de la mer du Nord, c'est-à-dire près de, évidemment, dans le nord de l'Allemagne, mais en fait, aussi beaucoup plus en profondeur, ça va jusqu'en Autriche, puisqu'on a tout un ensemble de canaux navigables qui permet aux péniches de circuler très en profondeur dans le territoire germanique et aller jusqu'en Autriche. Vous savez que le Danube est relié au Rhin par un canal qui a été d'ailleurs construit, il me semble, au début des années 90, et ce qui permet à l'industrie autrichienne, finalement, d'aller s'exporter via le port de Rotterdam. Donc on a ces phénomènes d'agglomération qui, du coup, se sont produits en Europe, assez logiquement d'ailleurs. À chaque fois qu'on unifie les règles d'un territoire, eh bien, et qu'on libère toutes les forces économiques, eh bien, logiquement, si on n'a pas de politique compensatoire, c'est-à-dire de politique d'aménagement du territoire, ou ce qu'on a pu faire d'ailleurs à Toulouse, l'État a voulu développer l'aéronautique à Toulouse, hein, parce que c'était loin de la frontière allemande, hein, voilà, et donc, alors qu'il n'y avait rien. Donc on peut mener ce genre de politique, mais ça suppose des aides d'État, et c'est contradictoire avec la concurrence. Et donc le souci, c'est qu'on a eu donc ces effets d'agglomération qui, très vite, ont entraîné des effets de polarisation. Et ça, c'est différent. La polarisation, c'est le plus attire le plus et le moins attire le moins. C'est-à-dire que quand on avait des régions qui étaient au départ assez différentes en termes de compétitivité, des régions qui étaient connectées aux grands hubs des ports de la mer du Nord, je rappelle que les 4 premiers ports européens, ils se situent sur une bande côtière de 500 km. C'est-à-dire Rotterdam, Hambourg, Anvers et Amsterdam. Voilà, donc vous voyez, c'est très proche, hein. Et ces ports, ils se nourrissent de toute l'industrie en profondeur qui est sur le territoire allemand, parce que tous ces ports sont reliés aux grands fleuves navigables. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le Rhin était à sec, et toute l'industrie de la vallée du Rhin s'arrêtait, parce qu'il n'était plus navigable. Hein, c'était à l'été, peut-être pas l'été dernier, mais l'été d'avant, je ne sais plus. Mais j'avais trouvé ça intéressant. On ne se rend pas compte à quel point tous ces bassins industriels allemands ont besoin des fleuves et des ports. Donc ces effets de polarisation, eh bien, ils sont produits parce que sur un territoire au départ hétérogène, avec des avantages précis dans certaines régions et pas d'avantages du tout dans d'autres régions, eh bien, quand vous êtes un industriel grec et que vous avez une idée de produire quelque chose, eh bien, vous n'allez pas produire cela en Grèce, puisque les coûts d'acheminement, les coûts logistiques, trouver de la main-d'œuvre, c'est très compliqué. Donc, où est-ce que vous allez le faire? Eh bien, là où il y a déjà l'industrie. Et ça fait ce qu'on appelle de la polarisation. Et pour moi, c'est le cœur du problème. Pourquoi c'est le cœur du problème? Eh bien parce que l'industrie, qui n'est pas à l'ensemble de l'activité économique, en France, l'industrie, c'est 12% du PIB. Donc ça paraît un peu faible. D'ailleurs, ça paraît trop faible pour beaucoup de gens, et à mon avis, à juste titre. Mais l'industrie, donc c'est une activité minoritaire, même dans tous les pays européens, mais c'est extrêmement important dans la balance commerciale. On exporte en fait très peu de services. On exporte essentiellement des biens. Et le problème, c'est que la balance commerciale en économie, vous savez sans doute ça là, lorsqu'elle est négative, ça veut dire que le pays, en fait, a tendance à être dépendant financièrement d'autres pays. C'est-à-dire que derrière un déficit commercial, il y a un besoin de financement. Et en fait, ce qui s'est passé en Europe, c'est que le besoin de financement de la Grèce, de l'Espagne, était en grande partie financé par l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est-à-dire que les pays qui exportaient beaucoup ont accumulé de l'épargne, et les pays qui ont perdu leur industrie ont commencé à perdre en capacité d'exportation, et donc sont devenus dépendants des financements des pays du Nord.
Et en fait, ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, c'est un effondrement des flux financiers de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud ou vers l'Europe périphérique. On va voir que l'Irlande a utilisé un autre mécanisme pour attirer les fonds, et donc ces flux financiers s'arrêtant d'un coup, eh bien, les taux d'intérêt ont explosé et on a eu ces faillites ou ces risques de faillite, de défaut des États, mais aussi des faillites réelles d'entreprises, puisqu'il faut voir que quand les taux d'intérêt augmentent pour les États, eh bien, les taux d'intérêt explosent également pour les entreprises. Et donc, évidemment, eh bien, ces entreprises ne peuvent plus continuer de fonctionner. Par ailleurs, les cures d'austérité qu'ont subi ces pays ont aussi beaucoup asséché la demande locale. Et en fait, ces pays se sont davantage désindustrialisés après la crise qu'ils ne s'étaient désindustrialisés avant. Et c'est ça qui est tout le paradoxe, c'est qu'on a renforcé le fond du problème en essayant de corriger les symptômes. Alors, je vais essayer de vous montrer les effets de polarisation à partir d'un certain nombre de cartes. Alors, sur le papier que je vous ai envoyé, il n'y a qu'une seule carte. Mais là, j'ai voulu détacher en 3 moments. Le moment 2000-2007, le moment de la crise, et puis ensuite le moment après-crise. Alors, je vous montre ici, alors je n'ai pas mis de légende, mais du coup, je vais la donner à l'oral. Vous avez ici l'évolution de l'emploi industriel entre 2000 et 2007. Voilà, donc l'emploi manufacturier en Europe. Alors, j'ai privilégié l'emploi manufacturier à l'évolution de la production industrielle. Et cela pour 2 raisons. Première raison, les chiffres de la production industrielle ne sont pas toujours fiables. Et j'y reviendrai là aussi quand on va parler de l'Irlande. Pourquoi ils ne sont pas fiables? Parce que les stratégies d'évitement fiscal des entreprises font parfois apparaître des productions industrielles fictives dans certains pays. L'emploi industriel, c'est quelque chose qui est c'est un chiffre qui est beaucoup plus fiable. On peut beaucoup plus facilement le mesurer, en fait. Surtout que c'est un emploi en heures de travail, hein, ici, qui est noté. Donc, on ne multiplie pas l'emploi industriel quand on prend deux temps partiels, par exemple. L'autre chose qui m'intéresse, c'est aussi le ressenti des gens, parce qu'on va parler tout à l'heure du populisme. L'emploi industriel, ce sont des emplois bien payés, stables, qualifiés. Ce sont des emplois à haute valeur ajoutée, si je puis dire, de point de vue social. Par ailleurs, les gens qui travaillent dans l'industrie, ils travaillent collectivement, ils ne travaillent pas individuellement. Et ça crée aussi un rapport social différent. C'est-à-dire que lorsqu'on perd de l'emploi industriel, à mon avis, on a un problème social qui apparaît également. Donc l'emploi industriel étant à la fois un facteur plus fiable d'un point de vue des chiffres et en même temps plus intéressant d'un point de vue sociologique. Alors par contre, évidemment, ce qu'on va voir, c'est que l'emploi industriel va globalement baisser dans tous les pays. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que l'activité manufacturière, c'est une activité dans laquelle il y a beaucoup de hausse de productivité possible. Via la mécanisation, via l'automatisation, on peut beaucoup plus facilement augmenter la productivité d'un emploi manufacturier plutôt que d'un emploi de service. Et en particulier, vous ici qui êtes prof, vous savez que un prof, on pourra faire toutes les pédagogies qu'on veut, on ne pourra pas multiplier la productivité d'un prof parce que il faut toujours 1 heure de cours pour faire 1 heure de cours, quoi. On ne peut pas faire 1 heure de cours en 5 minutes, hein, par définition. Et vous savez que l'apprentissage est un temps long et ça demande du travail humain. On ne peut pas mécaniser l'apprentissage. On a essayé de le faire pendant le Covid et on a vu les résultats. Donc, les services et les coiffeurs, c'est pareil. Hein, voilà, il n'y a pas que les profs. Hein. On a tout un ensemble d'emplois dans lesquels on ne peut pas vraiment améliorer, mécaniser le travail. Donc, il n'y a pas d'amélioration de la productivité possible, ou en tout cas assez difficile. Par contre, dans l'industrie, on peut améliorer la productivité et on le fait. Et donc, on a besoin de moins en moins de manœuvres pour produire toujours davantage de richesses. Et c'est la raison pour laquelle l'emploi industriel, structurellement, il diminue dans tous les pays. Et ce n'est pas un mal, c'est tout à fait normal. Par contre, il ne diminue pas pareil et au même rythme d'un pays à l'autre. Et c'est ça qui m'intéressait, moi. Et on voit ici, vous voyez, dans les cercles, les endroits où il diminue moins, voire où il augmente. Ici, dans les pays baltes, ici, au cœur de l'Europe, et puis ici, en Espagne, pendant la période de 2000-2007. Alors, cette période, c'est le début du marché unique, c'est le début de l'euro. L'une des raisons pour lesquelles les pays du Sud, j'ai aussi ici la Bulgarie et même la Grèce. Les pays du Sud
finalement, marche bien, et même l'Italie marche pas trop mal, parce qu'ils bénéficient de taux d'intérêt beaucoup plus faibles, d'un coût de l'investissement beaucoup plus faible. Donc pour eux, en fait, finalement, cette période-là, c'est pas une période de désindustrialisation massive. On a une désindustrialisation au Portugal, on a en Royaume-Uni, on a en France, on a en Roumanie, voilà, on a même en Hongrie une désindustrialisation à ce moment-là, et on a aussi, ici dans les pays scandinaves, une forme de désindustrialisation relative par rapport aux autres pays. Et puis on a le moment de la crise. Et là, le moment de la crise, eh bien, c'est un choc très important. Les seules régions qui résistent, eh bien, c'est la région du cœur. Et tous les territoires périphériques, ici, se désindustrialisent massivement. Et là, je suis vraiment au moment 2008-2011. Je ne suis pas encore au plus fort moment de la crise de l'euro. Hein. On n'est pas, les politiques d'austérité ont à peine commencé. Donc, il y a ici un effet d'austérité. C'est lié à un effet de hausse, sans doute, du taux d'intérêt, des taux d'intérêt. Et puis au fait que l'entreprise, qu'il y a une crise financière, une crise économique importante, eh bien les industriels ont massivement récupéré, cherché à gagner en quelque sorte en coût de production, et finalement sont partis de tous ces pays d'Europe périphérique pour aller se retrouver ici dans cette région-là. Et regardez, même l'Irlande a perdu beaucoup d'emplois industriels. Et puis enfin la reprise. Et la reprise, ben, on voit qu'elle est forte, encore une fois au cœur, dans l'Est, en Irlande également, et elle est en fait beaucoup moins forte ailleurs, et en France, ben, on continue de perdre de l'emploi industriel. On a gagné aussi un peu d'emploi industriel au Royaume-Uni. Alors, évidemment, là, je vous présente un peu les choses successivement, historiquement, parce que je trouvais que ça manquait par rapport au papier que vous avez lu. Mais quand on regarde ensuite, on fait le bilan, de 2000 à 2019, quels ont été les pays qui ont gagné et les pays qui ont perdu en industrie? Alors les pays gagnants, donc moi j'appelle ça les pays du cœur, eh bien, vous voyez la liste ici, alors ce sont des pays qui pour moi ont perdu, soit ont gagné en emploi industriel, comme la Pologne ou l'Autriche, soit ont perdu, mais vous voyez on est sur 20 ans, moins de 10% d'emploi industriel. Parce qu'il est clair que si on a perdu moins de 10% d'emploi industriel sur une période de 20 ans, avec les progrès de la productivité du travail, ça veut dire qu'on produit beaucoup plus et qu'on a gagné en activité industrielle en réalité. Et j'ai mis dans les pays perdants, tous ceux qui avaient perdu plus de 20%. Alors c'est totalement arbitraire, hein, je vous l'accorde, c'est 10%, 20%, mais ça n'a pas beaucoup d'importance en réalité, parce qu'il s'agit de réfléchir sur une différence de dynamique d'une région à l'autre en Europe. Et donc ici, ben, on a la Suède, la Grèce, la France, la Roumanie, la Finlande, le Portugal et le Royaume-Uni. Et quand on regarde ces pays, eh bien, il y a une chose qui frappe complètement, c'est qu'à part l'Irlande, qui est un contre-exemple, et dont, encore une fois, nous parlerons tout à l'heure, tous les pays ici qui ont les moins perdus ou qui ont gagné en fait en puissance industrielle, ils se situent au cœur de l'Europe. Pologne, Autriche, Allemagne, Slovaquie, Tchéquie, Hongrie, tous ces pays sont limitrophes. Voilà, ils ont des frontières communes avec l'Allemagne. Tous ces pays, c'est leur caractéristique fondamentale. Tous ces pays qui ont perdu, eh bien, ils sont éloignés, ils sont au coin de l'Europe. Le Royaume-Uni, c'est en haut à gauche. La Suède et la Finlande, c'est en haut à droite. La Grèce, c'est en bas à droite. Et puis le Portugal, c'est en bas à gauche. Voilà, sur une carte. Et la Roumanie, c'est aussi en bas à droite. Vous voyez que ces pays-là, ils ont beaucoup perdu d'industrie. Alors, le seul qui... oui, le seul qui fait un peu contraire, c'est la France, hein, finalement, qui est la moins périphérique géographiquement de ces pays et qui pourtant apparaît vraiment ici comme un territoire périphérique. Mais là aussi, il faut comprendre que nous ne sommes pas du tout reliés, à part l'Alsace, au grand port de la mer du Nord. Hein. Il n'y a que le Rhin qui donc l'Alsace, d'ailleurs, c'est une région qui est dynamique d'un point de vue industriel. Mais tout le reste de la France, on n'a pas de grand port en France. Et on n'a pas de connexion directe avec ces grands bassins d'Europe du Nord. Alors que l'Autriche l'a. Donc il faut aussi considérer la géographie, non pas uniquement physique, hein, mais à partir des infrastructures et des dynamismes qu'il y a derrière. Alors il était question à une époque de faire le canal Rhin-Rhône. Ben, on ne l'a pas fait. Voilà. Et pour Lyon, ça aurait été sans doute quelque chose de différent. Peut-être, enfin, peut-être qu'il n'y a pas que ça non plus d'ailleurs. Hein, que je parle des infrastructures de transport, mais il n'y a pas que ça bien sûr. Il y a tout un ensemble de choses. Encore une fois, tout n'est pas... Par exemple, on a essayé de développer le port du Havre, mais si l'industrie en amont ne se développe pas, le port du Havre ne va pas se développer. Et donc il y a une forme d'œuf et de la poule aussi. On ne peut pas
Donc je ne peux pas dire ici que si on avait fait le canal Rhin-Rhône, tout d'un coup, voilà, on aurait eu l'industrialisation très forte de la vallée du Rhône. Peut-être, peut-être pas. Hein, ça, c'est pas à gagner, parce qu'il faut aussi changer tout un ensemble de choses. Bon, alors, ce qui m'intéresse également, donc là, j'ai un peu parlé de la partie économique, mais ce dont je voulais parler ce soir, c'est aussi des conséquences politiques et sociales. Tel que je vous ai montré la carte, la dynamique économique, on a l'impression que les pays de l'Est sont finalement les grands gagnants avec l'Allemagne et l'Autriche de cette réorganisation du marché unique. Mais en réalité, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Et si vous voulez vous en rendre compte, eh bien, je vous invite à lire le livre de Ivan Krastev, qui s'intitule en français « Le destin de l'Europe », et en anglais, c'est « After Europe ». Alors c'est intéressant, After Europe, parce que ça veut dire, bah, regardez, l'Europe est en train de mourir, il faut penser l'après. Et Krastev, lorsqu'il écrit ce livre, je crois en anglais en 2016 et en français en 2017, mais je ne suis pas sûr pour l'anglais, il l'écrit en réaction à la crise des réfugiés, donc qui est une crise 2015. Et notamment, vous vous souvenez, pendant la crise des réfugiés, il y a eu une espèce de... Enfin, on a créé des frontières partout en Europe centrale et orientale, avec des murs qui ont été dressés très rapidement pour empêcher les migrants syriens de passer en Hongrie. Et tous ces pays ont constitué ensuite ce qu'on appelait le groupe de Visegrad, dont la priorité c'était d'empêcher l'immigration des Syriens, qui par ailleurs, ou des Afghans, enfin des immigrés de l'époque. Vous vous souvenez qui passaient par la Grèce, hein, par la Turquie à la Grèce, et vous vous souvenez sans doute des images dramatiques de ce petit enfant qu'on a retrouvé sur la plage. Donc c'était une véritable crise, hein. On parle il y a plus d'1 million de réfugiés qui sont venus en Europe, mais la Turquie en a aussi accueilli 1 ou 2 millions, hein, et puis sans parler des autres pays autour. Donc on a vraiment, à l'été 2015, vraiment une crise des réfugiés extrêmement forte, qui est liée évidemment à la guerre en Syrie. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ce groupe de Visegrad, pourquoi ces pays d'Europe centrale se sont sentis aussi vulnérables face à effectivement des flux importants de migrants, mais qui de toute façon n'avaient pas du tout envie de s'arrêter dans ces pays d'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'ils voulaient plutôt aller dans les pays d'Europe de l'Ouest, voire au Royaume-Uni, parce que bon, beaucoup parlent anglais, mais enfin ils ne parlent pas polonais ni hongrois, quoi. Et c'est très compliqué pour eux de s'intégrer dans ces types de pays. Donc ils n'étaient pas forcément... le risque qui déstabilise les sociétés hongroises et polonaises était quasiment nul. Et donc pourquoi cette réaction? Alors Krastev, dans son livre, il explique deux choses. D'abord, il dit, ces pays, ils ont une histoire complexe. C'est des pays d'empire. Des pays qui ont été intégrés à l'empire Autriche-Hongrie, puis à l'empire russe, qui ont été partagés, qui ont voilà, une forme d'identité, un sentiment un peu insécurisé sur leur propre identité en tant que nation. Et leur propre sauvegarde, d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier aspect culturel et historique. Mais Krastev nous dit, en fait, il y a un autre problème. Le sentiment qu'ont ces pays que l'immigration, pour eux, a été un affaiblissement. Et pourquoi ils ont ces sentiments? Parce que, en fait, ces pays, c'est des pays d'émigration. Et je vous invite à regarder ici les chiffres migratoires depuis 2000. Alors, si vous regardez l'Europe centrale et orientale, vous verrez que les flux migratoires cumulés, je parle ici de la balance migratoire, ont été considérables. Et vous voyez que la Roumanie a perdu, juste de par les flux migratoires, plus de 2 millions d'habitants. Ça veut dire que ces pays, ils sont en situation d'insécurité. Ils voient leur village se dépeupler, ils voient leurs jeunes partir, et ils ont le sentiment, dit Krastev, je reviendrai tout à l'heure sur ce tableau, ils ont le sentiment d'une trahison des élites. Pourquoi? Parce qu'ils forment des élites, multilingues, ingénieurs, et ces gens-là, eh bien, ils partent. Alors vous allez me dire, mais ils partent alors qu'eux-mêmes, ils attirent l'industrie de l'Europe entière. Comment c'est possible? C'est quoi cette histoire? Mais en fait, c'est là aussi qu'il y a un souci. C'est que l'industrie qui va en Pologne ou en Hongrie, ou en République tchèque, c'est de l'industrie à bas coût. C'est de l'industrie d'assemblage. C'est-à-dire que c'est du travail pour les ouvriers. C'est pas du travail pour les ingénieurs. Et dans la division européenne du travail, on a une distinction entre ce qui a une haute valeur ajoutée qui reste en Allemagne, et ce qui a une faible valeur ajoutée, et
un gros besoin de main-d'œuvre qui, lui, va en Pologne et dans les pays limitrophes. Et donc, ça veut dire que si vous êtes un ingénieur, vous ne trouvez pas de boulot en Pologne. Et donc, vous allez en Allemagne. Par ailleurs, les salaires sont bien plus élevés. Et donc, toute cette jeunesse éduquée pro-européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est partie. Krastev parle de révolutionnaires solitaires. Il dit, finalement, les Polonais, les Hongrois, lui-même est hongrois. Et les Hongrois, ils avaient le choix entre faire la révolution dans leur pays, c'est-à-dire changer de gouvernement pour avoir un gouvernement un peu plus libéral au sens européen du terme, plus ancré dans les valeurs de l'Union européenne, on va dire, valeurs occidentales. Ou alors, eux-mêmes, faire la révolution avec les pieds, partir et aller en Allemagne dans un pays libéral qui correspondait à leurs valeurs. Eh bien, ils ont choisi la deuxième solution. Ne serait-ce que parce que, d'une part, changer la politique, c'est compliqué, mais aussi, dit Krastev, parce qu'ils ont un sentiment un peu consumériste des choses. Et enfin, parce que les emplois qui leur sont destinés, les emplois qualifiés, ils ne sont pas dans leur propre pays. Ils sont en Europe occidentale. Et donc là, on a bien un effet aussi, comment dire, du marché unique. C'est-à-dire que le marché unique, là, on l'a vu, les effets en termes d'industrie, d'emploi industriel, mais on n'a pas regardé où il y avait les ingénieurs, où il y avait les ouvriers. Et en fait, ce qu'on se constate, c'est une prolétarisation des pays d'Europe centrale. Et d'ailleurs, on va revenir sur l'actualité. Pourquoi les Ukrainiens vont en Pologne? Mais parce qu'avant même la crise migratoire, il y avait 1 million d'Ukrainiens en Pologne. Et pourquoi les Polonais ont fait des accords avec les Ukrainiens pour venir de la main-d'œuvre? Parce que vous avez vu à quel point la Pologne a gagné en industrie. Mais c'est une industrie à très forte intensité de main-d'œuvre. Et donc les Polonais, ils ne sont pas tous prêts à faire ce travail difficile dans les entreprises, dans les entreprises sous-traitantes polonaises. Et puis, ceux qui vont travailler, parce qu'ils sont un peu mieux payés dans les usines polonaises, ils vont abandonner les travaux agricoles. Et donc on a besoin de main-d'œuvre dans l'agriculture également en Pologne. Et donc c'est les Ukrainiens qui, en fait, font les travaux d'ouvriers et d'ouvriers agricoles à la place des Polonais. Donc on a ici, en plus avec une démographie, vous avez vu, une démographie qui n'est pas extraordinaire non plus en Pologne. Hein. Donc on fait venir des Ukrainiens parce qu'on a besoin pour l'industrie européenne, l'industrie à faible valeur ajoutée qu'on a complètement délocalisée. Hein, je vous rappelle que Whirlpool, hein, c'est bien en Pologne qu'ils sont allés s'installer, hein, c'est pas ailleurs. Hein, parce que voilà, c'est une industrie. Les salaires sont 4 fois plus faibles en Pologne encore aujourd'hui. Donc on a fait venir des Ukrainiens pour remplacer les ouvriers polonais qui manquaient. Ils manquaient pour des raisons démographiques, et puis ils manquaient aussi parce que les Polonais ont commencé à faire des études, et puis ils n'avaient pas du tout envie d'être ouvriers. C'est en Angleterre. Voilà, alors ils sont partis en Angleterre, ils sont partis en Allemagne aussi beaucoup. Hein. Et donc on a, vous voyez, cette prolétarisation de la Pologne qui a utilisé la main-d'œuvre à bas coût de l'Ukraine. Et donc tout ça déstabilise profondément les sociétés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que pour un pays, voir ces jeunes éduqués tous partir parce qu'ils sont 4 fois mieux payés dans d'autres pays européens, et puis voir les Ukrainiens qui sont prêts à accepter des travaux moins coûteux, eh bien tout ça rend une société stable. Alors revenons d'ailleurs sur un autre phénomène démographique là aussi. Le choc extraordinaire qu'a été la crise de l'Europe du Sud, enfin la crise de l'euro entre 2010 et 2015. Quand je fais l'addition du solde migratoire, eh bien vous voyez, c'est des pays qui auparavant étaient vraiment accueillaient beaucoup de gens. Hein, l'Espagne était très attractif, la Grèce également, le Portugal aussi, pendant les années 2000, et puis avec la crise de 2010, 2009-2010, eh bien, on voit un solde migratoire négatif très fort. C'est-à-dire qu'en Espagne, on a près de 350 000 personnes qui sont parties. Alors là aussi, c'est un solde, donc il y a beaucoup plus de gens qui sont partis. Mais alors, c'est beaucoup d'ailleurs des Sud-Américains, puisque l'Espagne a accueilli beaucoup de Sud-Américains. La Grèce, qui est un pays encore plus petit, a aussi perdu beaucoup de population. Et vous voyez, même l'Irlande a perdu plus de 70 000 personnes, et le Portugal, 134 000. Alors après, depuis 2015... il y a à nouveau des flux migratoires positifs. Mais ça a été quand même un choc important. On voit ici donc un chômage qui explose et puis des Espagnols qui partent, quoi. Et puis, dernier élément, les gains migratoires. Et là aussi, ils sont considérables. Alors, vous voyez que ce n'est pas les mêmes dates. Hein. Ici, je suis 2010 à 2018. Et on voit un solde migratoire allemand de 4
300 000 personnes en 9 ans, hein, si je prends 2010 jusqu'à 2018 inclus. C'est considérable. Ça veut dire qu'on est à 450 000, plus de 450 000 personnes en plus du seul fait du solde migratoire. Ce qui veut dire que l'Allemagne, qui était en train de se dépeupler, maintenant se repeuple. Et il y a quelques années, on disait « Ah, quand est-ce que les courbes démographiques allemandes et françaises vont se croiser ?» Eh bien maintenant, elles vont plus se croiser. C'est-à-dire qu'on ne recroisera plus... Alors, il n'est pas dit que le flux migratoire continue. Mais là, on a typiquement un effet d'attirance de l'Allemagne, d'attraction de l'Allemagne, qui est aussi lié, évidemment, au fait que c'est un pays qui est en plein emploi et qui continue de bénéficier, d'avoir besoin de faire venir de la main-d'œuvre. Et ça, ce n'est pas les migrants, hein. Enfin, les migrants, je veux dire, c'est pas les migrants, c'est tous des migrants, bien sûr, mais c'est pas des migrants de Syrie. Certes, l'Allemagne a accueilli en 2015 1 million de migrants, ce qui est considérable, syriens, mais essentiellement des Syriens. Mais l'essentiel des 4 300 000 ici, c'est pas des Syriens, c'est des Européens. Et regardez en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. On a d'ailleurs le solde migratoire qui augmente avant la crise syrienne, hein, et qui continue après la crise syrienne. Même si 2015 est une année exceptionnelle, on voit des flux migratoires extrêmement importants. Bon. Alors évidemment, oui, bah ça j'ai déjà dit. Oui, non. Alors je ne sais plus si j'ai encore un... Non, voilà, c'est ça, j'en suis là. Donc, les migrations sont des migrations économiques, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a des réfugiés, mais c'est pas le cœur on n'aurait pas eu la crise des réfugiés, on n'aurait pas eu les mêmes chiffres, évidemment, mais on n'aurait pas eu de chiffres si différents dans leur dynamique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le flux, la libéralisation du capital et du travail, ça marche. On a libéralisé les flux de capitaux, donc on a concentré l'industrie là où elle est le plus efficace, ce qui d'un point de vue économique est bon, mais d'un point de vue social, ça veut dire aussi qu'on a concentré les emplois dans certains endroits, et puis les emplois sont disparus d'autres endroits. Qu'est-ce qui se passe ensuite en termes de spécialisation économique? On a parlé de la spécialisation ingénieur allemand et recherche aussi, hein, parce que l'industrie a besoin d'une recherche. Là aussi, comment voulez-vous faire de la France une grande puissance technologique et de recherche s'il n'y a plus d'industrie? C'est-à-dire que la recherche, ça se fait... Alors, bien sûr, dans les sciences humaines, on n'a pas besoin d'industrie. Mais dans toute la recherche, comment dire, des sciences dures, toute la recherche appliquée, elle a besoin de contrats avec des entreprises industrielles. Et si on ne cesse d'avoir des contrats avec Bosch ou avec BASF ou d'autres entreprises allemandes, bah, à la limite, il vaut mieux aller en Allemagne. D'ailleurs, je vous rappelle que la dernière prix Nobel française qui a inventé les couteaux d'ADN, là, je ne sais plus, Crips, machin. Alors, en plus, c'est enregistré, je suis bête, moi. Je démontre ici, j'étale mon incapacité de me rappeler de mots compliqués. Bref, en tout cas, vous savez qu'elle travaille en Allemagne, à l'Institut Max Planck. En fait, même nos prix Nobel, finalement, dont on est si fiers, certes, ils ont fait leurs études au début en France, hein, mais on est un peu comme les Hongrois, là. Nos éduqués, ils vont faire la recherche en Allemagne, parce que c'est là où ils peuvent vraiment appliquer, où ils ont vraiment les fonds et les subventions des entreprises pour faire de leur recherche, notamment dans la recherche appliquée. Donc, spécialisation industrielle, ça veut dire bien plus que l'industrie. Ça veut dire tout un ensemble d'autres activités qui se greffent sur cette industrie. Bon, et puis on a vu aussi donc, cette prolétarisation de certaines régions européennes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les pays d'Europe du Sud? Ben, eux, ils vont se spécialiser, finalement, et la France, qu'est-ce qu'elle fait? On se spécialise dans l'industrie, dans les services et le tourisme. Mais on voit bien que c'est pas tout à fait la même... Vous voyez, quand on a une forme de hiérarchisation sociale et de hiérarchisation des emplois, un emploi de serveur dans un restaurant, c'est pas la même chose qu'un emploi d'ingénieur, ou en termes de qualification, en termes de dynamique économique, en termes aussi de plus-value et de ce que ça rapporte. C'est-à-dire que quand vous avez des pays qui sont entièrement tournés vers le tourisme, eh ben, ils sont entièrement tournés vers les services. Et derrière ça, il y a tout un ensemble d'autres activités qui manquent. Et là aussi dire, écoutez, voilà, en plus, les services, excusez-moi, les services, c'est des activités à rendement décroissant. C'est-à-dire que plus vous avez de touristes, plus la qualité des touristes et la qualité de ce que vous pouvez leur vendre diminue, parce que finalement, les touristes, ils aiment surtout ne pas avoir de touristes autour d'eux. Donc ça pose aussi un problème, c'est-à-dire qu'on commence à avoir l'industrie touristique de masse, eh bien on a une industrie de basse qualité en fait.
Hein, bon, donc tout ça pour dire que se développer dans l'industrie, dans la recherche, et se développer dans le tourisme, si on organise la division internationale du travail en spécialisant les pays là où ils sont le plus efficaces, eh bien on va vite se retrouver avec des pays qui deviendront des pays pastoraux, agricoles, touristiques, avec des beaux paysages, avec des toutes petites villes, hein, et très peu d'industrie et beaucoup de services. Mais le problème, c'est que eh bien, ces pays, ils vont perdre en sentiment, ils vont perdre en sécurité, ils vont perdre d'abord en confiance en eux, ils vont perdre en sécurité de l'emploi également, parce qu'en plus, c'est des emplois saisonniers, c'est des emplois moins payés. Et donc, quelque part, eh bien, ça crée des problèmes de développement économique à long terme. Maintenant, il y a une autre stratégie qu'on peut faire, parce que quand on refuse le destin de la division internationale du travail, de la spécialisation dans des activités qui ne nous conviennent pas, eh bien, on peut tricher. Et pour tricher, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher à compenser les désavantages géographiques qu'on a par d'autres avantages. Et c'est là qu'on va enfin parler de l'Irlande. Qu'est-ce qu'a fait l'Irlande? Et c'est une stratégie qui est très ancienne, qui d'ailleurs date de la fin des années 80. On crée en 86 l'acte unique, on signe l'acte unique en 86. Dès 88, l'Irlande engage une politique de dumping fiscal. L'Irlande, c'est un cas très intéressant. Si vous l'étudiez un peu, vous verrez à quel point ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous explique du fonctionnement de l'Europe. L'Irlande, c'est quand l'Irlande adhère à l'Union européenne, c'est en 1974, il me semble, avec le Royaume-Uni, c'est le pays le plus pauvre d'Europe. Ça deviendra le deuxième plus pauvre d'Europe en 86, avec l'adhésion du Portugal. Mais entre 1974 et 86, en 12 ans, il n'y a quasiment aucun progrès de l'Irlande en termes de PIB par habitant. Aucun. C'est une petite île périphérique et elle ne peut pas lutter. Donc, à la fin des années 80, on a un gouvernement conservateur qui décide de faire du dumping fiscal, d'attirer le capital à lui en baissant l'impôt sur les sociétés à 12,5%, mais en permettant aussi aux sociétés qui viennent de ne pas payer cet impôt. C'est-à-dire que même les 12,5%, en fait, elles ne payent pas parce qu'ils tolèrent des mécaniques fiscales, ce qu'on appelle les sandwichs double irlandais. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'aller investir à l'étranger pour ne plus payer d'impôts localement. Le fisc sait très bien qu'on fait semblant, mais il fait ce qu'on appelle un rescrit fiscal. Donc en fait, on négocie l'impôt pour ne pas payer. Et c'est ainsi que dans les années 90, l'Irlande devient la plateforme dans laquelle vont investir toutes les nouvelles technologies, Microsoft, Apple, toutes ces nouvelles entreprises des futurs GAFAM, en fait, vont toutes avoir un bureau, IBM, etc., un Dell, et une activité en Irlande pour éviter de payer les impôts qu'ils pourront avoir sur le continent européen. Et donc l'Irlande devient très vite le deuxième pays le plus riche de l'Union européenne, après le Luxembourg, qui est aussi très connu, comme vous le savez, pour ses banques. Luxembourg qui a appliqué aussi une stratégie similaire, alors pas exactement la même, et qui avait quand même un gros problème, le Luxembourg, parce que dans les années 70, 30% du PIB luxembourgeois, c'était la sidérurgie. C'était la Lorraine, c'était les mines de charbon et de fer. La sidérurgie s'effondre à partir des années 70, et donc très vite, là aussi, ils se convertissent en industrie financière et bancaire. Et maintenant, 30% du PIB luxembourgeois, c'est l'industrie bancaire et financière. Vous voyez? Là aussi, alors c'est facile quand on est un petit pays de reconvertir aussi rapidement. Mais il n'y a plus une seule usine maintenant au Luxembourg. Bon, alors pourquoi je vous parle de l'Irlande? Parce que c'est assez intéressant de voir les chiffres irlandais, d'aller étudier un peu les chiffres irlandais. Je vais vous montrer ici un pays normal, la France. L'évolution comparée, alors j'ai fait ça, ça date un peu parce que j'ai fait ça pour la fin de l'Union européenne, et puis j'ai pas mis à jour le graphique parce que ça n'a pas beaucoup d'importance en réalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution comparée de l'emploi et la production industrielle en France. Alors, comme je l'ai dit, on l'a vu, l'emploi industriel, en France, il baisse, voilà. Mais il baisse de manière régulière. Et puis, la production manufacturière, elle baisse, elle monte, mais vous voyez, elle fait des hauts et des bas. C'est normal, elle est beaucoup plus liée à la conjoncture. Mais globalement, à la fin, on a certes un écart entre les deux courbes, mais qui est expliqué par l'augmentation de la productivité du travail dans l'industrie. Et je me suis amusé à faire la même courbe pour l'Irlande. Voici les courbes de l'Irlande.
Donc vous avez ici, alors on n'a pas la même échelle, hein. Là j'étais à 105, et entre 105 et 75. Mais là, si j'avais fait ça, on n'aurait plus du tout vu la courbe de la production manufacturière. On a une courbe de la production manufacturière qui est ici à 250, donc on a une base 100. Hein, donc elle a été multipliée par 2,5 fin 2015, la production industrielle de l'Irlande, alors que l'emploi industriel, eh bien en fait, bon, c'est difficile à voir ici, mais il a baissé quasiment autant que l'emploi français. Alors là, on a deux réactions possibles. Certains de mes collègues, je vous jure que j'ai vu ça, ont dit « Regardez l'Irlande, à quel point elle est efficace. Regardez la productivité du travail irlandais, c'est absolument magnifique. Regardez ces gens comme ils sont assidus au travail. » Alors moi, j'ai expliqué que non, on ne pouvait pas dire ça. Parce que si on dit ça, on voit que les Irlandais, non seulement ils sont très assidus au travail, mais vous savez qu'un Irlandais moyen exporte 3 fois ou 4 fois plus qu'un Allemand moyen. Et alors on se dit, mais comment ils font pour exporter autant? Parce que le port de Dublin, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de marchandises dessus. C'est un tout petit port. Alors comment ils font? Alors on peut dire qu'ils exportent peut-être par avion. Hein, mais on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, en réalité, ils n'exportent pas. Ils n'exportent pas et ils ne produisent pas. Ce qu'on voit ici, c'est le phénomène, c'est la conséquence des stratégies d'optimisation fiscale des entreprises. Puisque ce qu'elles font, c'est qu'elles font apparaître des productions virtuelles en Irlande pour ne pas payer d'impôts. Alors le principe est simple. Alors c'est plus sophistiqué que ce que je vais dire, parce que, mais bon, je vous compreniez, hein, si on faisait les choses comme ça, on se ferait évidemment attraper tout de suite. Mais imaginez que vous voulez produire un bien, un matelas par exemple. Un matelas c'est gros, c'est difficile à transporter, puis c'est pour cette raison que très souvent on le produit localement. C'est-à-dire qu'on a encore des producteurs de matelas en France parce que ça ne s'exporte pas très bien de Chine. Bon, vous produisez un matelas en France, à destination bien sûr des Français, mais vous ne voulez pas payer d'impôts. Alors si vous vendez votre matelas, je sais pas, 500 € et que vous le produisez pour 250 €, il est clair que vous allez faire un profit, une marge, et que vous allez payer 30%, à l'époque c'était 30% d'impôts sur les marges que vous faites. Et donc vous ne voulez pas payer 30% d'impôts, alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous vendez à prix coûtant votre matelas à une succursale irlandaise. Elle la rachète donc 250 €, puis cette succursale va les revendre ensuite en France à 500 €. Donc tout le profit va se faire en Irlande. Donc là, vous payez le taux fiscal, le taux de 12,5%, et puis si vous êtes malin, vous allez voir le fisc et vous dites, écoutez, non, en fait, non, voilà, j'ai pas envie de payer ça, et ils vous feront un rescrit pour payer 0 avec un montage idiot. Donc vous ne payez pas d'impôts. Alors vous allez me dire, oui, mais ça coûte vachement cher, il faut exporter le matelas en Irlande et puis ensuite le réimporter, c'est vachement lourd, on perd en frais de transport. Et c'est là que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. C'est qu'en fait non, on l'a vendu sur papier, le matelas, il n'a pas bougé de son hangar. Les exportations et les importations irlandaises sont des exportations de papier. Donc c'est juste pour du raison de dumping fiscal. Et de la même façon, la valeur ajoutée créée par vos succursales irlandaises, avec 0 employé bien sûr, eh bien, elle est aussi forte que la valeur ajoutée créée par vos ouvriers qui ont fabriqué réellement le matelas. Vos ouvriers français, ils ont produit une valeur, alors même pas une valeur ajoutée de 250, parce qu'il y a les coûts de matières premières, etc. Donc ils ont produit une valeur ajoutée peut-être de 100, de 150, hein, et puis votre filiale irlandaise, elle a produit une valeur ajoutée de 250. Tout ça avec 0 employé. Vous vous rendez compte la performance des employés. Mais dans les chiffres, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle il y a eu, je crois, en 2015... Alors, est-ce que c'était en 2015 ou c'était en 2017? Non, c'était en 2016. Excusez-moi, c'est en 2016. En 2016, vous pourrez vérifier sur Eurostat. La croissance du PIB de l'Irlande, c'était 23%. Parce que tout d'un coup, on a fait retourner la machine à cash, si je puis dire, la machine à faire la fraude fiscale. Donc les chiffres irlandais ne veulent absolument rien dire. Et l'Irlande a PIB par habitant. Alors c'est vrai aussi du Luxembourg, c'est même vrai des Pays-Bas, c'est vrai de tout un ensemble de pays. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que ce dumping fiscal, on le mesure, on le calcule, enfin il est dans tous les chiffres d'Eurostat, quoi. Bon, eh bien ce dumping fiscal, il sert quand même à l'Irlande à protéger sa population. Parce qu'on peut dire, les Irlandais sont des méchants, ils nous tournent la laine sur dos, ce qui est tout à fait vrai. Mais d'ailleurs, d'une part, on pourrait dire, d'un autre côté, ils ont raison, puisqu'ils sont devenus quand même beaucoup plus riches qu'ils l'étaient auparavant. Parce que ce n'est pas les fonds structurels européens qui ont enrichi les Irlandais, qui sont passés du plus pauvre pays européen à un des plus riches. Parce que par ailleurs, toute cette richesse, elle est en grande partie virtuelle, mais en grande partie réelle aussi. Parce que, bien sûr que derrière, on récupère un peu d'argent.
Donc ça veut dire que les Irlandais, aujourd'hui, sont bien plus riches qu'auparavant. Donc du point de vue du gouvernement irlandais, il a fait ce qu'il fallait pour lui, enfin, pour son peuple, pour sa population. Et puis deuxièmement, puisque c'est autorisé, pourquoi s'en priver? Et donc ce qu'on voit bien ici, c'est une stratégie, alors qu'on peut faire quand on est un petit pays périphérique, de compenser les effets d'agglomération et de polarisation extrêmement violents en essayant de tricher pour récupérer une partie de l'argent sur le reste du continent européen. D'autres pays comme la France se trouvent en difficulté parce que nous, on a un grand pays. Si on baisse notre fiscalité, on ne va pas gagner beaucoup parce qu'on n'aura pas grand-chose à tondre. Si je voulais. Enfin, typiquement, cette stratégie, c'est une stratégie de parasite. Il faut que la bête qui parasite soit beaucoup plus petite que ce qu'elle parasite. Et on a, avec l'Union européenne, un marché énorme de 500 millions d'habitants. Et l'Irlande, c'est 5 millions d'habitants. Donc on peut assez facilement parasiter 500 millions avec 5 millions. Mais par contre, la France, avec ses 67 millions d'habitants, elle ne va pas réussir à parasiter toute l'Union européenne. Et donc nous, on a un problème par rapport à ça. Donc nous, on n'est pas on n'est pas sous la gouttière, quoi. On ne récupère pas spontanément toute l'activité industrielle comme l'Allemagne le fait, ou l'Autriche, ou la Pologne. Mais on ne peut pas non plus mener une stratégie de dumping. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une stratégie d'attractivité. On fait du dumping fiscal, mais défensif, celui-là. On essaye de réduire au maximum l'écart qu'il peut y avoir pour éviter que nos entreprises soient trop tentées par les dumpings fiscaux, mais aussi on essaye d'attirer le capital chez nous en essayant de leur donner des avantages qu'ils pourraient ne pas trouver dans d'autres pays. C'est la stratégie d'attractivité fiscale. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'on transfère la charge fiscale des entreprises vers les ménages. Et ça commence sous Sarkozy, ça se déploie sous Hollande, et ça s'accélère sous Macron. Et c'est pour moi la cause des Gilets jaunes, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, je vous montre ici un graphique, donc c'est tiré de le populisme et le néolibéralisme, ce graphique, où on voit l'évolution de la fiscalité des ménages et des sociétés non financières. Alors, pour les sociétés non financières, c'est les chiffres de la comptabilité nationale, de l'INSEE. Donc j'ai mis tous les prélèvements obligatoires divisés par la valeur ajoutée de l'entreprise. Et pour les ménages, j'ai pris impôts et taxes sur la consommation divisé par revenu disponible brut des ménages. Donc là, c'est pareil, je mets une base 100. Et donc je vois l'évolution de la fiscalité, et j'ai pris depuis 80. Alors on voit que, bon, globalement, on a les ménages qui voient leur charge fiscale augmenter, les entreprises, globalement, ça ne bouge pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe après 2008. Où là, les ménages augmentent beaucoup. Alors au début, on a l'austérité de Sarkozy, donc les ménages augmentent beaucoup, mais les entreprises augmentent elles aussi. Et puis ensuite, à partir de 2012, on a Hollande, l'effet Hollande. Et l'effet Hollande, c'est quoi? Eh bien, on fait baisser la fiscalité des entreprises, et on voit que ça continue après avec Sarkozy, avec Macron, mais j'aurais pu, alors je n'ai pas mis à jour les chiffres, mais on aurait continué. Alors après 2020, on arrive sur des choses qui sont difficilement comparables avec ce qui se passait avant. Mais donc de toute façon, on aurait pu rajouter que 2019. Mais on a bien ici une hausse de la fiscalité des ménages. Alors vous allez me dire, mais Macron et Hollande, ils n'ont pas forcément augmenté les impôts, mais en fait, ils ont augmenté les taxes. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on bascule les taxes, on baisse l'impôt sur les sociétés. On va arriver à 20%, je crois, c'est ça l'objectif, 25, je ne sais plus. 23, enfin, en tout cas, on était à 33. Voilà, on ne cesse de baisser l'impôt sur les sociétés. On a aussi tout un ensemble de crédits d'impôt qui ne sont pas des baisses d'impôts, mais en réalité qui reviennent aux mêmes. Donc c'est Hollande qui a fait avec le crédit d'impôt compétitivité et emploi, le CICE. On a le crédit d'impôt recherche, enfin, on a tout un ensemble. Les entreprises payent quasiment plus d'impôts maintenant. Sur la production. Et maintenant, on va baisser les cotisations sociales. Et donc là, la réforme de retraite qui vient d'être annoncée, c'est ça aussi. C'est-à-dire baisser les cotisations sociales pour baisser le coût du travail, augmenter l'attractivité. Alors, voilà, donc, alors évidemment, donc tout ça, eh bien, je vais terminer parce que, oulala, je dis que c'était 1 heure, mais je termine. Il me reste que 2 diapos. Et puis un graphique. Non, mais je vais aller très vite. Le populisme, c'est un mot, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il fallait définir.
je ne vais pas rentrer dans la définition politique du populisme. Ce qui m'intéresse ici, donc je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Bon, je voulais vous parler un peu de Jan Werner Müller, qui a écrit un livre extrêmement intéressant, je trouve, sur le populisme. Et pour lui, le populisme, c'est des partis qui vont, donc lui c'est un politologue, hein, qui vont s'accaparer le drapeau du peuple, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que tous les autres ne sont pas légitimes pour parler du peuple. Mais c'est pas trop ça que je voudrais développer. Ce que je voudrais développer, c'est en fait le terreau du populisme. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'il y a des mouvements populistes qui apparaissent assez régulièrement en Europe? Alors, on en parle un peu moins maintenant. Mais pensez que le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement, pour moi, un mouvement populiste. Que les anti-vax, les anti-pass, enfin surtout les anti-vax, bien sûr, le mouvement autour d'Iggy Raoul, c'est aussi un mouvement populiste. Bien sûr, l'extrême droite, une partie de l'extrême droite peut aussi être populiste. Bon, alors si je dis tout ça, on dit, ben, en fait, je mets tout et n'importe quoi dans le populisme. Non, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait émerger ces mouvements. Et ce qui fait émerger ces mouvements, c'est une défiance vis-à-vis des institutions. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, je ne veux pas chercher à caractériser si Mélenchon, par exemple, est populiste ou non, c'est pas mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dans un pays, il y a une forme de déstabilisation du système politique qui va faire qu'on va avoir des partis traditionnels qui vont s'effondrer. Et ça, on l'a aujourd'hui en France. Parce que Macron aussi, c'est un populiste, d'une certaine façon. C'était aussi un candidat anti-système, c'était un candidat qui voulait éjecter le vieux monde, c'est un candidat dont le livre le livre s'appelait Révolution. Et on voit bien où ils sont les partis traditionnels maintenant. Regardez Anne Hidalgo, regardez Valérie Pécresse. Donc on a bien ici quelque chose qui se passe politiquement et qui pour moi est la conséquence d'autre chose, qui est une défiance institutionnelle. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les Européens n'ont plus confiance dans leurs institutions? Et en fait, cette défiance, elle est en quelque sorte le produit des contre-mouvements dont parlait Polanyi. Alors Polanyi, c'est un anthropologue et un économiste, et un historien aussi de l'économie, autrichien, enfin il est né à Vienne, et hongrois aussi, enfin il est né dans l'empire d'Autriche-Hongrie, donc c'est un peu difficile, ethniquement, si vous voulez, culturellement il est hongrois, mais en réalité il est né à Vienne. Bref, ce qui s'est intéressé, ce qui l'intéressait, c'était de comprendre ce qui s'était passé dans les années 30, l'effondrement socio-économique des années 30, social parce que, économique, pardon, parce qu'il y a effectivement la crise des années 30, mais il y a aussi globalement la fin de l'État noir, une désorganisation depuis les années 20 en fait du système économique, et puis social parce qu'on voit la montée des systèmes du fascisme qui l'inquiète lui beaucoup. Et donc il parle de contre-mouvement, c'est-à-dire il dit que la conséquence, la cause de ce fascisme, c'est une désorganisation sociale qui est la conséquence d'une utopie, dit-il, qui est l'utopie des marchés autorégulateurs. C'est-à-dire qu'on a cherché à organiser l'ensemble de la société autour de marchés. Et ça a détruit les institutions sociales auxquelles les gens étaient attachés. Et face à cette destruction, ils ont cherché à réagir. Et cette réaction, eh bien, c'est ce qu'on voit derrière le fascisme, nous dit-il. Mais en fait, voilà, on peut étendre la pensée de Polanyi en regardant les mouvements populistes comme une conséquence des contre-mouvements qui sont eux-mêmes, c'est des contre-mouvements qui sont eux-mêmes le produit d'un mouvement de marchandisation de la société. Et on a vu que ce mouvement, il est construit par le marché unique. C'est-à-dire que le marché unique, en organisant la concentration de l'industrie dans certains pays ou certaines régions, en déléguant l'industrie manufacturière de bas de gamme dans certains pays et la haut de gamme dans d'autres pays, en désindustrialisant tout un ensemble de pays, en suscitant la concurrence fiscale et ses stratégies de dumping fiscal, en contraignant, parce que nos gouvernements, c'est pas qu'ils sont méchants ou qu'ils veulent absolument défendre l'intérêt des entreprises. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à ça. Si Hollande et Macron décident de mener une politique d'attractivité fiscale, eh bien c'est parce que c'est ça ou la mort. Et donc, on est ici dans un univers institutionnel qui crée des frustrations sociales extrêmement fortes parce qu'on a décidé d'organiser l'ensemble de l'économie européenne autour des principes du marché unique de libre circulation du capital du travail. Et je n'ai même pas parlé des mouvements migratoires qui sont aussi très déstabilisateurs. Par exemple, je termine là-dessus, mais en Allemagne, la hausse des prix
du logement est considérable. Et elle est due à quoi? Pourquoi l'Allemagne était préservée des prix de l'immobilier, qui avaient des prix de l'immobilier assez faibles dans toutes les années 90-2000, au moment où ils explosaient partout ailleurs en Europe? Pourquoi chez eux, ils n'ont pas explosé? Parce qu'ils avaient une démographie négative, et la population se réduisait. À partir de 2012, à partir du moment où il y a eu des flux migratoires extrêmement importants, là, il y a eu une tension très importante dans le marché immobilier. Et ça suscite des frustrations très fortes au niveau du pouvoir d'achat, au niveau aussi de l'extrême droite, qui alors a été un peu, le niveau de l'extrême droite a été un peu réduit aux dernières élections, mais enfin l'extrême droite reste forte en Allemagne, et la frustration de la population, à mon avis, elle est sous-estimée. Bref, ces défiances institutionnelles n'arrivent pas comme ça par hasard. Elles arrivent parce que les populations, les sociétés sont brutalisées par justement cette organisation du marché unique.